Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le groupe S3 par l'intermédiaire du cabinet RIL, spécialiste du recrutement et du consulting dans le domaine du life science. J'ai la chance d'être votre hôte aujourd'hui. Petite présentation. Je m'appelle Thomas Fischer. Je travaille pour le cabinet RIL depuis maintenant un peu plus de 2 ans et je suis spécialisé dans le recrutement de cadres en middle et top management sur les différents sites de production pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques français. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler d'un des sujets du moment suite aux différentes annonces gouvernementales de cette année, à savoir le rapatriement de la production de médicaments en France et en Europe et ses enjeux au niveau RH, car bien évidemment, un rapatriement, ce n'est pas exclusivement logistique ou matériel, et la partie humaine, dans tous les aspects qu'elle comporte, est également à prendre en compte. Donc, le but de ce webinaire est qu'il y ait un maximum d'interactivité avec vous tous. Donc, même si nous ne pouvons pas vous entendre, sachez que vous trouverez dans le menu de Zoom un petit chat Q&A vous permettant de nous poser vos questions auxquelles nous répondrons par la suite. D'autre part, il y aura durant cette session toute une série de petits sondages vous permettant également de recueillir vos points de vue respectifs et de rebondir par rapport aux différents résultats. Donc, je précise que ce webinaire sera organisé en 3 sections. Tout d'abord, une introduction qui sera une contextualisation complète de la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Une première partie qui sera un état des lieux du capital humain et une seconde partie qui sera quant à elle axée sur les préconisations de nos experts. Et à l'issue de laquelle nous répondrons à vos questions que vous aurez posées pendant nos échanges. Voilà donc pour l'organisation du jour. J'ai déjà beaucoup trop parlé et vais à présent devenir plus discret pour laisser la parole à nos experts du jour qui ont, j'en suis sûr, beaucoup de choses à nous apprendre. On va peut-être débuter par un petit tour de table virtuelle. On commence peut-être par vous, Aïcha. Oui, merci beaucoup. Et merci à vous en tant qu'équipe organisatrice de m'avoir invitée. Alors, quelques mots d'introduction. Je suis donc Aïcha Goudiaby, je dirige les fonctions RH et communication corporate pour le groupe Septodon. Avant de rejoindre Septodon, j'ai travaillé pendant de nombreuses années chez General Electric. J'ai ensuite rejoint le groupe Philips. Je me suis expatriée aux États-Unis, précisément en Californie pendant quelques temps, et je suis ensuite revenue en France et j'ai intégré le groupe Septodon. Quelques mots sur Septodon pour celles et ceux qui ne seraient pas nécessairement familiers avec le groupe. Nous sommes une ETI, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire, familiale française, leader mondial de l'anesthésie dentaire. Notre cœur de métier concrètement est la fabrication de cartouches d'anesthésique injectable dont nous fabriquons plus de la moitié de la production mondiale. On a aujourd'hui plus de 1900 collaborateurs dans le monde et nous sommes présents sur l'ensemble des continents. En tant qu'acteur de la santé, le sujet du webinaire est naturellement extrêmement intéressant à mon niveau. Très bien, merci. On continue avec vous, Caroline. Oui, bonjour à tous. Je suis Caroline Wisniewski. Je suis actuellement consultante chez GSK pour le compte de la société Actolis. J'ai un rôle actuellement de mentor et de coach sur les aspects GMP et sur les aspects leadership pour accompagner le site de Saint-Amand-les-Eaux. En termes de parcours, je suis docteur en chimie industrielle et génie des procédés et j'ai passé 20 ans dans l'industrie à différentes fonctions. Fonction direction de production, direction qualité, direction R&D, direction HSE. Et j'ai travaillé un peu plus de 12 ans au niveau de la pharma, chez Sanofi, chez Léo en particulier, et puis aussi dans la cosmétique, dans la fabrication de la peinture décorative et la fabrication des billets de banque. Et pour ceux qui me demandent, non, je n'ai pas pris d'échantillon avec moi. Et je suis ravie d'être là. Très bien, merci Caroline. On continue avec vous, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Je suis Nicolas Dufort. Je suis en charge de l'organisation, de la gestion des cadres et également de la stratégie du groupe Sequence. Sequence est un CDMO spécialisé dans les API.
Nos clients sont les grands groupes pharmaceutiques ou les sociétés biotech. On les accompagne des phases cliniques jusqu'aux phases commerciales. On a également des productions d'API dits génériques. Sequence est un groupe de 3000 personnes avec une trentaine de sites de production et de R&D, dont 2/3 localisés en France. On a un peu plus de la moitié de notre effectif qui est localisé en France. Très bien, merci Nicolas. À vous, Georges. Bonjour, je suis Georges France. Merci de l'invitation à participer à cet webinaire. Je suis un jeune retraité du laboratoire GSK où j'avais les fonctions de vice-président qualité au niveau mondial. Et précédemment, j'étais dans d'autres grosses structures pharmaceutiques, Pfizer et Novartis. Et dans mon activité de retraité, je participe en tant que membre de l'Académie de pharmacie, je suis pharmacien, à un groupe de travail sur tout ce qui concerne les ruptures de stock au départ, qui sont un problème important, et auquel est venu se rajouter les problèmes de retour de souveraineté. Et on travaille sur des documents pour que justement la crise du Covid nous a montré les soucis qu'on pouvait avoir. Donc, je suis très intéressé de participer à cette réunion. Merci. Merci. Et enfin, Jean-Noël. Donc Jean-Noël, alors pour le pédigré, je vous laisse vous connecter à mon compte LinkedIn, ça sera plus simple. Et pour le reste, donc je suis DRH et directeur de la com d'un CDMO aussi, qui s'appelle Synerlab, on a donc 6 sites de production, 2 sites de recherche et développement, essentiellement en France et en Espagne. Et donc évidemment, les sujets qui concernent le rapatriement ou pas des talents sur le territoire français et en Europe, c'est mon quotidien. Merci. Merci à tous donc, pour ce petit tour de table virtuel. Donc, comme précisé en préambule, donc, nous allons débuter par un petit sondage pour avoir un maximum de réactivité avec vous. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à la question qui va s'afficher normalement. Donc, voilà, selon vous, quelle est la part des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne provenant de pays tiers? Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre, pour pas qu'il y ait un gros blanc, ce qui pourrait péter la dynamique en cours. Donc, voilà, là, vous êtes déjà pas mal à avoir voté. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, donc vous avez été… Alors, est-ce que tout le monde voit les résultats? Oui. Oui, c'est bon. Donc, vous avez été 10% à répondre, donc 6%, 30% à répondre 32%, pardon, non, je confonds, vous avez été 6% à répondre 10%, pardon, 32% à répondre 30%, 32% à répondre 30%, je vais y arriver, et 62% à répondre 40%, qui est la bonne réponse. Alors, un chiffre qui parle de lui-même, mais pas totalement. C'est justement ce que nous allons voir à présent dans cette introduction liée au contexte actuel. Georges France, où en est-on concrètement aujourd'hui et quelles sont les réflexions à l'ordre du jour, justement? Alors, effectivement, le fait qu'il n'y ait que 40% de ce qu'on appelle les médicaments finis, ça c'est intéressant, mais malheureusement, c'est le dessus de l'iceberg. Parce que les médicaments, ils sont faits à partir de matières premières, et en particulier ce qu'on appelle les matières premières actives, et Nicolas vous en dira sûrement plus, que les API. Et aujourd'hui, c'est 80% des substances actives non biologiques qui viennent de produits tels que l'Inde, l'Asie du Sud-Est, etc., en particulier pour les génériques. Donc, ça montre que le problème en cas de pénurie, ce qui s'est passé pendant le premier confinement et qu'on essaye d'éviter sur le deuxième confinement, c'est qu'on n'est plus capable de fabriquer. Parce qu'on a beau pouvoir fabriquer 40% des médicaments en Europe et certains en France, si on n'a pas les matières premières, on ne peut pas le faire. Donc, le premier point, c'est celui-ci. C'est l'importance de l'enjeu et les réflexions qui sont faites et au niveau de la France et au niveau de l'Europe, puisqu'il y a un rapport qui a été fait auprès de l'Europe pour essayer de revenir à ce qu'on appelle une souveraineté, c'est-à-dire la capacité en Europe de refabriquer certains médicaments
Alors, étant donné que l'entité des médicaments est extrêmement importante, on se fixe comme objectif les médicaments qui sont les plus essentiels. Vous avez pu voir dans la presse, en ce qui concernait les produits d'anesthésie, par exemple, c'était des produits les plus rares. Il y avait vraiment des enjeux très importants et on réfléchit à différentes solutions qui sont de l'ordre économique, réglementaire, de stockage pour pouvoir avoir ce type de médicaments disponibles dans le sein de l'Europe et pourquoi pas en France quand c'est possible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Nicolas? Absolument, c'est tout à fait juste. Ce n'est que le dessus de l'iceberg. Nous, Sequence, on produit des API en France, mais en fait, la production d'un API, c'est une succession de réactions chimiques et on part de premiers éléments, de premières briques de fabrication qui sont des intermédiaires. Et une partie très importante vient de Chine et d'Inde. Ça, c'est lié au fait que depuis 20 ou 30 ans, on a un peu abandonné la chimie en Europe pour deux raisons. La deuxième est une raison économique, mais la première, c'est une raison environnementale, c'est-à-dire que ce qui nous a fait limiter, voire fermer des sites chimiques en Europe, c'est que la chimie, c'est une activité polluante et pour produire de manière compétitive, il faut respecter des normes environnementales dont les gouvernements en Europe ont tout à fait raison de les rendre exigeantes. Donc, c'est ça qui a fait fuir la chimie d'Europe en premier lieu, plus des effets de coût. Comme chacun sait, en Inde et en Chine, les coûts, le delta de coûts avec l'Europe, c'est progressivement amoindri parce que les niveaux de vie augmentent. Donc, cet aspect de coût, il se réduit un peu. Je dois vous dire aussi qu'il y a 2 ans, quand la Chine a mis en œuvre sa Blue Sky Policy et que, à l'image des gouvernements européens, ils ont aussi monté leurs exigences environnementales, nous, à Sequence, on a eu énormément de mal à obtenir nos approvisionnements venant de Chine et Inde, et on a dû trouver des sources alternatives dans ces pays-là et également commencer à rapatrier des productions d'intermédiaires en Europe centrale et également en France dans certaines de nos usines. Ça demande des investissements un peu importants pour des effets financiers qui ne sont pas extrêmement séduisants, c'est-à-dire qu'on rapatrie simplement parce qu'on a une rupture d'approvisionnement. Donc, la crise, elle date en fait de bien avant la période Covid. Et c'est une tendance de fond, le rapatriement, et c'est une tendance inéluctable, en fait. D'accord. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui semble faisable? C'est-à-dire qu'il y a les annonces gouvernementales, certes, mais par rapport aux objectifs donnés, quelle est votre vision globale, sans rentrer pour autant dans la question du capital humain qu'on va largement développer par la suite? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, absolument. En fait, donc on est sûr qu'il y a une tendance inéluctable au rapatriement de molécules. En revanche, ce sont des produits qui, de manière économique et environnementale, comme je le disais, ne sont attractifs pour aucune entreprise. Donc, il va falloir faire un choix de rapatrier en Europe uniquement les molécules qui nous paraissent essentielles. C'est ce qu'ont fait les gouvernements en publiant dès le printemps dernier des listes de molécules pour un peu limiter le périmètre. Et également, et tous les gouvernements l'ont compris, il faut accompagner les entreprises qui vont se positionner pour répondre aux appels à manifestation d'intérêt, dont fait partie Sequence. Les gouvernements ont bien compris que si il devait y avoir un intérêt économique à ce que nous fassions tous les API possibles pour l'Europe en Europe, on ne se serait pas privé de le faire. Donc, la raison pour laquelle nous ne le faisons pas jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt économique. Donc, oui, c'est faisable et évidemment, les subsides gouvernementaux sont absolument nécessaires pour le permettre. Alors, Très bien. Peut-être pour compléter, tout à fait raison de ce que tu as dit, Nicolas, il est intéressant de savoir que les enjeux de pénurie touchent beaucoup de médicaments essentiels, mais anciens, donc qui sont aujourd'hui à des effets de prix très bas, ce qui surprend toujours parce qu'on dit que les médicaments sont très chers, mais c'est beaucoup les nouveaux médicaments. Donc, dans les recommandations que fait l'Académie, il y a la nécessité probablement d'envisager un ajustement des prix qui permettent une rentabilité minimum mais suffisante pour que les entreprises qui fabriquent les matières premières et ceux qui sont susceptibles de refabriquer des médicaments puissent le faire sans, pour cela,
pour avoir des coûts qui permettent justement une rentabilité minimum et la fabrication. Parce que malheureusement, les grosses entreprises se sont concentrées sur les nouveaux médicaments et ont délaissé ces médicaments plus anciens qui parfois, et dans des proportions petites, mais si ce sont des médicaments essentiels, c'est très important de pouvoir les fabriquer et les avoir à disposition au sein de la France et probablement au sein de l'Europe. C'est un enjeu en termes de réglementaire, en termes de facilité de logistique, d'avoir cette notion européenne, parce que ça permettra en termes d'échelle, quand ils sont fabriqués, qu'ils puissent être distribués au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, malheureusement, bien qu'il y ait une législation européenne, le transfert des produits ne se fait pas aussi aisément que ça, suite aux contraintes réglementaires, pour rajouter un point technique, si je puis dire. Eh bien, merci. Je me tourne vers nos autres participants du jour. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, je peux prendre la parole? Allez-y. Alors, ça concerne par rapport à ce que disait Nicolas, je suis d'accord, il y a aussi des alternatives sur la partie chimie verte. Et puis, j'ai passé un petit mot de quelqu'un qui écrivait à tous les panélistes, et c'est très bien. Il y a effectivement des choses qui sont faites, notamment encore récemment par Minakem, qui est une grosse société qui fabrique de la chimie, qui vient de remporter d'ailleurs le prix Pierre Potier en ce qui concerne justement la réutilisation des rejets de betteraves pour notamment fabriquer tout ce qui concerne des biocarburants, mais aussi des biosolvants comme du furane, etc., qui sont utilisés dans pas mal de synthèses de chimie organique. Donc oui, c'est possible et c'est vrai qu'on devrait pousser davantage sur cet aspect-là, parce que c'est l'avenir je dirais, de tous. Maintenant, je pense que la chimie un peu polluante, on va dire d'avant, celle que j'ai un peu connue, mais maintenant, je dirais, non seulement les conditions en termes de rejet sont drastiques, mais aussi il y a une réelle prise de conscience pour que justement les choses soient complètement sous contrôle par rapport aux effluents liquides, gazeux et aussi solides. Et il y a des solutions alternatives. Maintenant, il tient qu'à nous aussi à les développer, à les mettre en œuvre. C'est ça l'important. Très bien. Voilà. Aïcha, Jean-Noël, si vous avez quelque chose à rajouter avant de passer à notre première partie. Moi, je veux bien juste illustrer ce qui a été dit. En fait, nous, sur le premier confinement, et donc le début de la crise sanitaire, en fait, on a observé deux choses. C'est plutôt une augmentation des commandes de la part de nos clients, donc qui sont des labos pharmaceutiques, parfois des génériques, qui avaient probablement besoin de stocker. Mais en fait, le problème qu'on avait, ce n'était pas tant la présence des salariés sur les sites, parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait organiser, hein, les mesures barrières, bon, ça, c'est des choses qu'on sait faire, mais c'était le risque de ne pas avoir de matières premières. Donc, en fait, je pense que ce problème-là, il est absolument clé, parce que ça veut dire qu'on est capable de répondre à des crises sanitaires d'un point de vue emploi, mais sauf que si on n'a pas les matières premières pour fabriquer, ça ne sert à rien d'avoir des mesures sanitaires, hein, parce que des mesures barrières, parce que globalement, on ne fabriquera rien si on n'a pas les matières premières. Donc, ce point-là, on a trop laissé de côté, à mon sens, c'est le plus important. C'est la clé de tout. Nous, c'est ce qui aurait pu avoir un impact sur la production de médicaments. Rien d'autre. Ce n'est pas l'absence des salariés, ce n'est pas l'absentéisme. C'est véritablement le risque qu'on n'ait pas les matières premières pour fabriquer. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter, Aïcha, ou c'est bon pour vous? Mes coéquipiers intervenants ont déjà bien fait le tour de la question. Moi, je voudrais juste souligner ce que Georges a dit sur l'enjeu européen. On pourrait en fait en faire un webinaire dans sa totalité. Je crois que c'est un des vrais sujets sur la souveraineté du médicament et sur le rapatriement des médicaments en France et de notre industrie. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en jouant la carte européenne. Et c'est certainement quelque chose à creuser aussi en termes de levier d'action sur le sujet. Bien, merci. Merci à tous. Donc, je vous propose que nous passions à notre première partie donc, consacrée au capital humain, qui est notre sujet principal aujourd'hui. Donc, on débute, comme je vous l'avais précisé, également par une petite question en introduction. Donc, deuxième petit sondage. Donc voilà, en 2017, l'Agence européenne du médicament a autorisé 91 nouveaux médicaments. Combien d'entre eux sont produits en France, selon vous? Donc, 6 médicaments, 17 ou 34. Voilà. On vous laisse encore quelques secondes. Il faudrait chanter une petite chanson, Thomas.
je pense qu'on risquerait de perdre une bonne audience. Donc, je vais vous économiser cet affront. Peut-être je peux profiter de cet espace d'attente pour dire que la crise du Covid a au moins servi à une chose, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau de la France et de l'Europe de la nécessité de faire quelque chose. Donc, si on peut avoir un élément positif dans si je puis dire, dans cette image un peu noire de la situation, c'est ce point-là, c'est que les choses devraient bouger, en tout cas on l'espère. Tout à fait. Merci et très bien vu, car entre-temps, donc, on a pu finaliser les votes. Donc, merci Georges. Donc, vous avez été 50% à donner la bonne réponse, donc 6 médicaments, ce qui est très peu, effectivement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à nos questions. Donc, Jean-Noël Thiollier, je commence par vous. Quelles seront, selon vous, les répercussions sur le capital humain, justement? Enfin, clairement, moi, ce que je pense, c'est que bon, l'industrie pharmaceutique est pas très différente des autres à ce niveau-là, mais on a déjà du mal à trouver les gens dont on a besoin. Nous, en tout cas, en termes de production, on a déjà du mal à trouver les gens dont on a besoin. Alors, en même temps, on peut se réjouir qu'on ait de plus en plus de travail et qu'on fabrique de plus en plus de médicaments en France. Il va falloir former de plus en plus de gens, hein, parce que l'industrie pharmaceutique a des critères de sélection qui sont légitimes, qui sont liés aux contraintes de cette industrie. Mais du coup, comme on a déjà du mal à trouver les gens dont on a besoin aujourd'hui, il va falloir un peu, si j'ose dire, s'activer pour mettre en place des formations, d'une part, rapidement, parce que si on doit rapatrier des gens, on ne va pas rapatrier les talents qui vont avec, hein, parce que l'ouvrier chinois ou roumain, il ne va pas venir travailler en France. Donc, si on veut faire ça, il va falloir former des gens. Alors, en même temps, la bonne nouvelle, c'est que vu le niveau de chômage qu'on a en France, ça ne devrait pas poser de problème, sauf que ça fait à peu près 30 ans que j'entends ça et qu'il ne se passe jamais rien. Donc, il serait temps qu'enfin, en France, on se dise qu'on peut travailler dans l'industrie pharmaceutique, même si avant, on travaillait dans une usine de fabrication de voitures. Ça ne devrait pas poser de problème, à condition qu'on mette les gens à niveau. Donc, pour moi, le sujet, il est vraiment là. C'est qu'est-ce qu'on fait en termes de formation initiale et de formation professionnelle? Est-ce qu'on casse enfin ces silos imbéciles qui fait qu'on n'est pas capable de passer d'une industrie à l'autre pour être capable d'avoir les gens dont on a besoin quand on en a besoin? Bien, est-ce que vous voulez réagir, les autres participants? Vous avez des exemples ou des points pour compléter ces propos? Alors, peut-être pas pour compléter les propos, mais pour faire un commentaire sur le résultat du sondage, ces fameux 6 médicaments qui proviennent de la France. Alors, il y a 2 points là-dessus. Alors, c'est clair que la France aurait besoin d'investir davantage dans la recherche et le développement, sachant que les investissements en recherche et développement, c'est des investissements plutôt long terme. En revanche, les enjeux dont on a parlé tout à l'heure et la nécessité de retourner à une souveraineté impliquent beaucoup de besoins, plus en termes de fabrication et de logistique, parce que ça veut dire logistique. Juste, je parle de ça puisque l'enjeu de la discussion aujourd'hui, c'est par rapport au capital humain nécessaire. Moi, je pense que les besoins dans les années à venir vont plus être autour de la fabrication, etc. Ce qui n'empêche pas la nécessité, effectivement, de réinvestir et d'avoir une politique de santé au niveau France un petit peu plus forte et un peu plus coordonnée, simplement pour ajouter ce point. Très bien, merci. Selon vous, là je m'adresse à tout le monde, quelles sont les compétences nécessaires justement à un tel rapatriement? Qu'est-ce qui risque de nous faire défaut à moyen terme? Si je peux me permettre, les profils qui manquent actuellement, effectivement, comme disait Georges, c'est les fabricants, les opérateurs de fabrication, les techniciens de fabrication, mais aussi avec des compétences augmentées dans le sens où on a de plus en plus de systèmes automatisés. Donc, il faut aussi des personnes qui soient familiarisées avec les outils informatiques. Parce qu'on est passé effectivement des gens qui tournaient des vannes à des gens qui pilotent des installations, qui doivent gérer aussi des alarmes et un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est très important. Aussi, la partie maintenance, les gens de la maintenance sont vraiment toujours des secteurs où on manque de candidats, que ce soit dans la cosmétique aussi, des régleurs de ligne ou dans la partie pharma, mais aussi des profils de supply chain. On en a véritablement besoin.
que ce soit aussi bien des gens sur les parties master data, sur les ordonnanceurs, les planificateurs. Ce sont vraiment des gens cruciaux qui donnent le pouls d'une usine et qui permet effectivement qu'on puisse avoir un service client qui soit optimal. Donc, c'est vrai que l'ensemble de ces métiers nous font encore défaut. Et je pense que la solution, elle est véritablement très tôt au niveau de l'école, on en reparlera peut-être après, d'avoir cet input sur les aspects techniques, de donner envie aux jeunes de faire ces métiers et de leur donner du sens. Très bien. Je me tourne vers vous, Aïcha Goudiaby. Quel est votre ressenti à vous donc, par rapport aux métiers qui sont actuellement en tension sur site de production? Les métiers, certains des métiers ont été évoqués, effectivement, la maintenance, les métiers techniciens, les métiers de l'ingénierie sont des métiers qui sont extrêmement importants et qui sont en tension. Moi, je pense aussi aux métiers qui sont dans des fonctions support, hein, d'affaires pharmaceutiques, que ce soit les affaires médicales ou les affaires réglementaires, dont on a également besoin. Une fois qu'on fabrique nos produits, il faut les mettre sur le marché. On a besoin de ces compétences-là aussi pour pouvoir justement assurer une chaîne qui soit la plus complète possible. Donc, ça me semble être important à prendre en considération. Je vais vous dire ensuite quelque chose de très banal qui est que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain. On est aujourd'hui sur un processus de long terme. Caroline évoquait le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'automatisation, notamment nos techniciens travaillent sur des machines qui sont connectées. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en considération parce que ce sont de nouvelles compétences qui apparaissent, la nécessité de pouvoir maîtriser une expertise et de passer d'un métier qui a été très manuel dans le passé à un métier qui est de plus en plus connecté et automatisé et dont les entreprises ont de plus en plus besoin. Très bien. Nicolas Dufort, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une spécificité pardon, pour la production d'API? Oui, chez Sequence, on est en train de s'organiser pour permettre le rapatriement des médicaments. Il y a ce qui nous pose problème, donc c'est que la pharmacie, c'est globalement une industrie qui est, sans exagérer de trop, plutôt lente parce qu'il faut faire les choses bien. Et ce qui nous est demandé là, c'est de déterminer des procédés de fabrication et faire les dossiers réglementaires qui les accompagnent avec un certain rythme. Donc, moi, je ne suis pas inquiet sur les compétences, de tous nos chercheurs pour faire ces travaux-là. J'en veux pour preuve qu'on réalise chez Sequence, dans nos centres de recherche en France, déjà une partie impressionnante de projets pour des grandes entreprises pharmaceutiques américaines. Donc, si les choses sont faites en France, c'est que par des clients étrangers, c'est qu'ils s'y retrouvent. En revanche, ça va demander de mener de front plusieurs dossiers et avec un certain rythme. Donc, je vais être en difficulté sur en fait, avoir la quantité de ressources. Je n'ai pas un problème de compétence, c'est plutôt un problème de quantité. Après, sur l'aspect des nouveaux métiers, on a la chance d'œuvrer sous l'ombrelle du GMP, des bonnes pratiques de fabrication. C'est ce qui, si on œuvre pour la sécurité sanitaire, c'est surtout pas le moment de commencer à faire des concessions sur les aspects réglementaires et de qualité. Et or, on est en même temps en train de devoir faire face aux augmentations des exigences réglementaires. Les développements analytiques, les développements et méthodes, c'est quelque chose qui est en permanence en train de s'accroître. Et nos collaborateurs qui sont bien formés à la sortie de l'école, on est contraint de les former en permanence pendant leur parcours parce que les matériels évoluent, les réglementations évoluent, les normes évoluent. Et donc ça ajoute une complexité. C'est ce qui fait l'intérêt du métier, mais ça ajoute une complexité. Très bien. Alors, je lis dans les commentaires que la chapelle des pharmaciens. Je suis moi-même pharmacien et j'ai passé pour 20 ans de ma vie en dehors de la France. C'est vrai qu'il y a les pharmaciens, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres compétences et il n'y a pas de sens disons, à focaliser sur les pharmaciens parce qu'il y a beaucoup d'expertise, que ce soit dans la chimie, que ce soit auprès des ingénieurs. Là, je pense que le spectre de l'utilisation est large. En revanche, je pense qu'il est très important, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ce type d'activité, que ce soit au niveau technique, au niveau supply chain ou au niveau réglementaire, même au niveau des gens qui s'occupent des achats, la connaissance de l'anglais et de pouvoir travailler dans un environnement européen
à mon avis, est un point très, très important pour les personnes qui vont être acteurs de ce type d'activité. Voilà, Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, Georges. Et c'est vrai que c'est cette partie d'anglais, même si nos gamins actuellement ils sont connectés tout le temps, etc. Ben, on trouve quand même une réelle défaillance sur l'anglais. Moi, je me souviens très bien de ce que me disait mon professeur de formation doctorale, Monsieur Jacques Amouroux, qui nous disait les enfants, il y a 2 choses à vraiment maîtriser, c'est l'informatique et l'anglais. Et c'est vrai qu'il aurait pu rajouter le français aussi, parce qu'on voit encore beaucoup de fautes dans les emails. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important sur la partie communication. Quelle que soit la société, on a des clients à travers le monde, qu'on soit Synerlab, Sequence ou GSK ou Septodon. Et c'est véritablement le lieu de partage, mais aussi de récupérer des talents, de les attirer pour montrer notre côté universel. Voilà. Très bien, merci. Jean-Noël Thiollier, vous partagez ces avis respectifs? Oui, tout à fait. Le seul point sur les pharmaciens, là où je suis néanmoins un peu d'accord avec la remarque, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut quand même s'assurer que dans les études de pharmacie, on fait un peu plus de place à la production, un peu plus de place à tout ça et un peu plus de place à l'anglais aussi. Parce que de fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à trouver des pharmaciens qui sont à même de travailler dans nos industries, j'allais dire, et d'y rester. Et ce que je peux comprendre, mais en tout cas, je pense que ça demande de se reposer la question de la formation initiale des pharmaciens. On a des merveilleux, ce n'est pas le sujet, mais malheureusement, pas assez. Donc, il faut qu'on en ait plus. Oui, probablement, puisque vous savez qu'en pharmacie, il y a plusieurs filières. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait pharmacie industrie, on était 5, alors qu'il y en Voilà. avait 500 qui faisaient le. Enfin, j'exagère, hein, c'est pas 500, mais il y avait une grosse proportion en officine et en biologie. Après ça, il y a des universités. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'université, c'est une question qui se pose, mais qui mériterait définitivement d'être là. Mais ceci étant, la valeur ajoutée des autres formations est très importante. Pour avoir travaillé, d'abord, si je puis dire, les formations, les angles de formation sont différents et un ingénieur et un chimiste apportent des points de vue qui, à mon avis, sont très, très intéressants. Moi, je ne suis pas du tout pour pharmacien absolu, mais c'est vrai que ceux qui sont là, ils devraient être formés de façon un petit peu plus forte et un petit peu plus poussée vers l'anglais. Tout à fait d'accord avec toi, Jean-Noël. Merci beaucoup. Donc, je vois que l'heure tourne malheureusement. Donc, même si vous l'avez déjà partiellement commencé à travers vos échanges, je vous propose qu'on passe officiellement dans la partie consacrée à vos préconisations respectives. Donc, une fois n'est pas coutume, on commence par un petit sondage. Voilà. Donc, pensez-vous qu'en France, les entreprises disposent de tous les moyens nécessaires pour rapatrier leur production pharmaceutique? Donc, c'est simplement pour avoir l'avis de nos spectateurs du jour. Voilà, donc on laisse encore quelques secondes. Voilà, vous êtes 80% à avoir voté, ce qui est déjà bien. On va s'arrêter là. Voilà, donc vous avez été 79% à nous répondre non pour seulement 21% de oui. Alors, à partir de maintenant, donc débat totalement ouvert, hein, pas de questions précises. On est vraiment sur les solutions que vous tous envisagez, autant à court terme qu'à moyen terme qu'à long terme, votre ressenti sur la situation et le côté réalisable de la chose. Donc, voilà, qui veut prendre la parole en premier? Je veux bien rebondir sur le sujet de la qualification qu'on a commencé à aborder précédemment. C'est vrai que c'est un vrai sujet et je crois que les entreprises ont tout intérêt à pouvoir multiplier les partenariats publics-privés, à pouvoir s'intéresser davantage au cursus pédagogique des jeunes et à pouvoir justement promouvoir ces métiers de l'industrie qui sont si importants à la fois dans les territoires, mais de manière générale. C'est quelque chose qu'au sein du groupe Septodon, on s'y est intéressé et on met en place un certain nombre d'actions pour pouvoir justement être au plus proche des jeunes, pouvoir partager avec eux des témoignages qui soient les plus authentiques possibles de la part de nos managers, les accueillir également en visite dans l'organisation, pour leur montrer justement, pour les aider à dépasser un certain nombre de stéréotypes sur
sur l'industrie de manière générale et leur montrer la richesse de nos métiers. Je pense que très tôt, il faut pouvoir les exposer et il faut pouvoir aussi assurer, je dirais, la promotion de nos métiers, ne pas nécessairement partir du postulat qu'on a un problème de qualification et que c'est à l'école ou à l'éducation nationale de le régler. Je pense que les entreprises ont tout intérêt à jouer ici un rôle extrêmement actif sur le sujet et donc à pouvoir très tôt justement promouvoir ces métiers industriels qui sont des métiers extrêmement riches et qui fournissent des carrières extrêmement passionnantes. Nous, à titre d'anecdote, on parraine 2 promotions de l'UPEC, donc de l'Université Paris-Est-Créteil, qui sont des promotions dans la biologie ou des promotions qui sont sur des métiers extrêmement techniques. On s'intéresse également aux jeunes, qu'ils soient en BTS ou qu'ils soient dans des écoles de commerce, d'ingénieurs, notamment pour pouvoir valoriser les métiers industriels. Et ensuite, pour ceux qui sont dans les filières industrielles, là, effectivement, pouvoir mieux les attirer et mieux leur proposer une vision de l'industrie et d'un groupe industriel tel que le nôtre qui correspondent aux enjeux d'aujourd'hui et qui leur permettra justement de pouvoir penser une carrière qui soit aussi inspirante que celle qu'on peut trouver ailleurs. Tout à fait, Aïcha. Et j'ai quelque chose à rajouter sur cette partie aussi éducation qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été enseignant-chercheur. Je pense que la partie éducation, elle joue un rôle prépondérant de communiquer sa passion sur ces métiers techniques, notamment auprès des filles. Et on se rappelle bien que là, notre Emmanuelle Charpentier a eu le prix Nobel de chimie il n'y a pas très, très longtemps. Et il faut savoir qu'elle est située dans un laboratoire en Allemagne. Donc là aussi, je dirais, il y a un message derrière, même si elle a véritablement une carte d'identité internationale. Il faut promouvoir la science sur notre territoire en France et en Europe, mais aussi que ces métiers sont aussi pour les filles et pour les femmes au niveau de l'industrie une réelle possibilité de développer des talents. Alors, il y a les index, hein, Aïcha, je pense que tu peux en parler, les index d'égalité homme-femme, je te vois sourire. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'essentiel. On en parle un peu timidement, mais c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup plus communiquer. Je sais que chez GSK, parce que je me suis un peu renseignée avant le webinaire, ils ont un index de 98%. Voilà. Est-ce que tout le monde est capable de publier son index aussi au niveau de la parité dans les comités de direction? Ça, ce serait intéressant. Moi, Nicolas, un point là-dessus, Thomas, c'est parce que je pense que je partage tout ce qui a été dit. Pour moi, il y a 2-3 sujets. Le premier, c'est que le meilleur moyen de ne pas avoir besoin de trop faire appel à des compétences extérieures, c'est de garder les siennes en interne. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup s'occuper des gens qu'on a dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on ne fait pas toujours assez. Donc, je pense que, voilà, en tant que DRH, moi, c'est un truc qui me tient vachement à cœur, et notamment en se disant que ce n'est pas parce qu'on a toujours travaillé dans la supply chain qu'on ne peut pas faire autre chose, etc. Donc, moi, cette logique de mobilité interne dans l'entreprise me semble absolument clé. Le deuxième sujet, c'est que, on le sait tous, à une crise, c'est une opportunité. Il y a pas mal de nos industries de production qui ne sont pas en région parisienne ou autour des grandes métropoles. Et moi, je trouve ça formidable qu'il y ait 80% des Parisiens qui veulent quitter Paris. Alors, j'en suis un. Moi, j'ai quitté Paris pour m'installer en Alsace. Et je peux vous dire que vous devriez tous venir bosser en Alsace, c'est une région de rêve. Je trouve sincèrement qu'il faut profiter de ça. Il faut vraiment surfer sur cette vague-là et savoir vendre les jobs industriels dans les régions en expliquant que c'est justement aussi un moyen d'échapper au taux de CO2 et aux pistes cyclables impraticables de Paris. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et le troisième élément que je trouve vraiment fort, c'est de se dire, et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, Aïcha, c'est de se dire que c'est pas de se rapprocher d'ailleurs que des jeunes, c'est juste de se rapprocher véritablement de l'éducation en général. Et de se dire que si tous ces gens qui aujourd'hui peuvent plus vivre parce qu'ils ont dû fermer leur restaurant ou je ne sais quoi, ces gens-là, ils ont des talents et des compétences qu'on peut très certainement utiliser dans nos industries. Alors certes, au prix de faire un petit peu de formation complémentaire, on est d'accord, mais dans tous les cas, ces gens-là, ils sont capables de venir nous aider, surtout si on travaille dans des restaurants, parce que finalement, les normes de sécurité, les normes sanitaires dans les restaurants, c'est des choses super importantes. Donc, comment on va devoir faire face à un afflux colossal de chômeurs cette année et dans les années à venir? Peut-être que c'est le moment de se dire, OK, là où il y a du boulot, on peut peut-être enfin se dire qu'on va aller chercher. Donc, moi, je crois à fond à la transversalité. Et à l'agilité. Et à l'agilité, exactement, parce qu'un jour, ce sera peut-être dans l'autre sens, on ne sait pas.
Exactement. Non, j'espère pas, parce qu'ils vont mal manger, les gens, si je dois y aller. Hein. Mais bon. Nicolas Dufort, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Quel est votre avis sur la question? Chez Sequence, on a fait pour les opérateurs de fabrication qui sont des populations en fait, où le système éducatif ne nous fournit pas suffisamment. Effectivement, comme dit Jean-Noël, on est contraint de prendre des gens qui ont des formations initiales complètement différentes. Et donc, on fonctionne avec des agences d'intérim à proximité de nos différentes usines. Et puis, on fait des parcours où à la fois, on prend en formation, enfin, on fait des partenariats avec des agences d'intérim, des organismes de formation. Et dans l'emploi du temps de nos futurs collaborateurs sont inclus des expériences en usine. Et c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour avoir nos propres opérateurs et les accompagner dans la formation. On investit là-dedans. Et on le fait en fait à tous les niveaux là où nous avons des besoins. On fait donc pour les opérateurs avec des agences d'intérim. L'alternance, on a décidé en plein milieu du confinement au mois de mars de doubler notre nombre d'alternants pour la rentrée de septembre 2020. Donc, tout simplement, on y voyait aussi un enjeu sociétal. Hein, donc, on est quand même une des activités sur le territoire. Souvenez-vous, il y a 6 mois, en plein milieu du premier confinement, les activités pharmaceutiques, heureusement, et en dépit des problèmes de matières premières et autres, arrivaient quand même on avait un afflux d'activités. Donc, nous, on s'est dit, voilà, apportons notre pierre à l'édifice. On a doublé le nombre d'alternants. Là, on en a un certain nombre qu'on est en train d'encadrer. C'est très intéressant pour nos collaborateurs aussi. Hein. Ça fait ceux qui les encadrent, en fait, c'est une démarche gagnant-gagnant. Hein. On apprend, ça fait du renfort en ressources. Donc, on fait pour les opérateurs, pour les alternants. Et ensuite, on a les partenariats avec les écoles d'ingénieurs, avec les écoles de pharmacie, avec les universités. D'abord pour la marque employeur, parce que voilà, c'est aussi une lutte d'attirer les talents, et aussi pour trouver de près ou de loin notre mot à dire sur les cursus de formation. Donc, on fait ça sans hésiter, parce que c'est un peu un réflexe de survie pour nous. Donc, vous avez déjà commencé à préparer ce fameux monde d'après dont on parle tant actuellement. Est-ce que parmi les autres participants, vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, on a évoqué là à l'instant le terme de marque employeur, et il y a notamment un commentaire d'un des participants qui indique quid de l'attractivité de l'environnement de travail des entreprises industrielles, et qui plus est pharmaceutique versus d'autres sociétés ou secteurs, et quelle image projeter pour donner envie de faire ce métier. C'est tout à fait ça. On a beaucoup parlé de marque employeur de manière générale dans le passé. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, quel que soit le secteur, et encore plus quand on est dans une filière industrielle, aujourd'hui, maîtriser sa marque employeur, ça devient un avantage compétitif. Donc, ça nécessite aussi, quand on parlait de compétences initialement, qui étaient davantage de l'ordre de la compétence technique ou de la compétence, je dirais, en lien avec la fabrication des médicaments, je pense qu'il y a aussi une nouvelle compétence au sein des équipes RH qui est extrêmement importante, c'est notamment celle de la gestion de la marque employeur, celle de l'attractivité, celle du marketing de l'offre RH, et d'être en capacité, effectivement, de pouvoir projeter une image qui donne envie de faire ce métier. Et la projection de cette image, c'est le reflet de la réalité terrain. Donc, effectivement, c'est utiliser ses collaborateurs comme étant de véritables ambassadeurs, être en capacité de pouvoir lever un certain nombre de stéréotypes qui peuvent perdurer sur des environnements industriels. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus technologique, innovant et moderne qu'une usine. Je pense que ça vaut la peine justement qu'on ouvre tous les portes de nos entreprises et qu'on puisse montrer combien nos environnements sont des environnements dans lesquels il fait bon vivre et travailler. Aïcha, fais gaffe, tu vas recevoir plein de lettres maintenant. Hein. Non, mais si je peux faire écho à ce que dit Aïcha, c'est exactement le commentaire que je souhaiterais faire. C'est que on souffre quand même d'une attractivité qui est faible. Les désinvestissements qui ont été faits, les scandales, la santé, tous ces éléments-là n'attirent pas automatiquement les jeunes. Et je pense que probablement, c'est le moment ou jamais que ce secteur-là fasse un gros effort pour rendre ce secteur beaucoup plus attractif, parce que je ne pense pas qu'en termes de compétences, on n'ait pas les moyens d'avoir tout ce qu'il faut en France, mais ce n'est pas un secteur qui donne envie. Et une politique du médicament plus positive, associée avec une activité des acteurs, serait un élément, à mon avis, très intéressant pour remotiver les gens vers un secteur qui est finalement très intéressant.
on mériterait d'y travailler. Ça, c'est mon avis personnel. Merci Georges. Alors, on vient de rentrer dans le dernier quart d'heure. Donc, c'était prévu pour répondre aux questions de nos spectateurs du jour. Donc, merci Aïcha d'avoir entamé cette partie-là. Il manquait simplement le dernier petit sondage qu'on voulait envoyer à nos différents participants avant de faire vraiment ce jeu de questions-réponses. Alors, on a vraiment pas mal de questions. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de finaliser tout ça. En tout cas, si nous n'avons pas le temps de toutes les traiter, nous sommes quasiment tous présents sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On sera ravis de poursuivre les débats ou bien au-delà de cette heure que nous partageons aujourd'hui. Donc, la question, pour conclure, à quel horizon pensez-vous que les entreprises pharmaceutiques seront capables d'implémenter de nouveaux sites de production en Europe? Donc, c'est simplement pour avoir le ressenti des personnes ici présentes aujourd'hui. Voilà, donc on en est à une 60aine de votes. Je vous laisse encore quelques petites secondes. Voilà, on s'arrête là. Donc, vous êtes assez pessimiste, il faut le dire. Vous êtes à peu près la moitié à considérer que nous en avons pour plus de 4 ans. Donc déjà, simplement par rapport à ce résultat, quel est votre ressenti? Est-ce que vous-même, vous partagez cette opinion? Personnellement, oui. Enfin, je suis sur un site là qui a fait des efforts considérables depuis 2008 à Saint-Amand. Il y a environ 6 ans de travaux, 600 millions d'euros, c'est-à-dire un minimum de 5 ans. Je dirais, vu l'exigence et aussi les aspects aussi sécurité et toutes les autorisations pour produire, il faut du temps. Il faut aussi bloquer les CAPEX, avoir des temps de commande. En général, les utilités et puis les équipements qui sont utilisés, c'est avec des inox extrêmement spécifiques, avec des joints spécifiques. Donc, effectivement, déjà rien que le temps de fabrication et de commande, il faut quand même déjà du temps. Mais je dirais aussi, c'est toute la partie transformation humaine, hein. C'est la gestion du changement, le management of change, comme on dit, où il faut amener aussi les gens dans cette dynamique. Actuellement, un des challenges, notamment chez GSK à Saint-Amand, c'est de devoir produire dans quelques temps le double à ISO effectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi beaucoup utiliser les outils d'amélioration continue, augmenter les right first time, les choses comme ça, pour pouvoir augmenter en productivité. Maintenant, ce volant d'investissement dans la pharma, effectivement, ça coûte assez cher et il faut du temps. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, moi, je suis plus optimiste que l'audience. Enfin, chez Sequence, on ne fait rien en moins de 4 ans. On a sorti de terre l'usine à Villeneuve-la-Garenne, une usine highly potent. On a eu l'honneur d'avoir l'inauguration par le président de la République là, il y a quelques semaines. Elle est dernier cri, dernière génération, tout automatisé. On a formé, voilà, elle a sorti ses lots il y a 10 jours, ses premiers lots commerciaux il y a 10 jours, lots techniques il y a 10 jours. On l'a sorti de terre en moins de 3 ans. On s'est organisé et on peut le faire. C'était sur un site Moins de existant 18 ou pas, mois. Nicolas? Oui, c'était sur Oui, un site alors, industriel il y a 2 existant? choses. Il y a 2 choses. Effectivement, c'est sur un site existant. Et nous, notre préconisation, c'est on a des bassins d'emploi. Je reviens à ce que disait Jean-Noël tout à l'heure sur la région. N'allons pas faire des usines sur des terrains vagues ou des terrains vierges ou quoi que ce soit. Agrandissons nos usines. Elles ont le vivier de compétences et elles ont toutes les autorisations administratives et tous les systèmes de gestion environnementaux qui vont bien. Donc, notre préconisation au gouvernement, ça a été de dire, quand ils nous ont posé la question comment vous pouvez aider, on a dit mais nous on a déjà des usines, sauf qu'elles sont un peu petites, elles sont calibrées pour des productions européennes d'API à forte valeur ajoutée parce que les API à moins intéressante valeur ajoutée, ben, ils sont produits en Asie. Donc nous on a dit on les ramène chez nous, mais on les fait dans nos usines, on ne va pas faire une usine n'importe où. Donc oui, et ça fait gagner du temps, et en plus ça fait gagner du temps. On a les compétences et on a tous les utilités, tout ce qu'il faut, il suffit d'upgrader. Et ensuite je fais une référence aux vieux. On en parlait. Merci pour le chat. Parce qu'on ne fait pas une jeune qu'avec des jeunes, une nouvelle usine qu'avec des jeunes. Il nous faut, alors évidemment, il faut de la force de frappe, donc il faut des jeunes qui sont très dynamiques, formés aux dernières technologies, etc. Mais nous, nos chefs de projet, il y a tous les âges évidemment, mais il y a une proportion non négligeable de gens qui viennent avec une belle expérience, qui ont fait, parce que les automates, ça monte en flèche, mais ça existe depuis même plusieurs dizaines d'années.
La qualité, c'est aussi vieux, même si les exigences augmentent. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, et depuis plusieurs mois déjà, on recrute pas mal de gens qui viennent avec une certaine expérience, 20, 25 ans, ça ne nous fait pas peur. On s'assure qu'ils vont bien fitter avec notre organisation. Mais on a besoin de cet équilibre jeune-vieux. Et pour faire des choses rapides, une usine, ça, pour la sortir de terre, il faut une certaine expérience, en fait, pour piloter ce genre de projet. Et pour les faire rapidement, l'expérience, on lâche les vieux. Donc, on ménage cet équilibre-là chez Sequence. Alors, j'ai vu des applaudissements de la part de Jean-Noël. J'imagine qu'il veut rebondir sur ce que vous avez dit, Nicolas. Oui, pas mieux. Enfin, c'est exactement ça. Nous chez Synerlab, sur l'augmentation de la production, nous, on a un plan de doubler de taille. Et clairement, on ne va pas doubler de taille principalement en construisant des usines, mais juste en ajoutant des lignes de production sur nos usines existantes. On ajoute 2 lignes de production sur une de nos usines en Alsace, une 3e sur une autre ligne. Et quant aux jeunes et aux vieux, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour être clair. Moi, je crois à fond à l'intergénérationnel et à la diversité, parce que c'est quand on met des gens… Moi, ce qui compte, c'est qu'ils partagent les valeurs de l'entreprise. Synerlab a des valeurs qui sont l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Bon, ben voilà, il faut qu'on trouve des gens qui partagent ces valeurs-là. Bon, après, ça me va, j'allais dire de 7 à 77 ans, c'est beaucoup, mais peut-être de 22, 23 à 65, tout va bien. Et je pense qu'en plus, que pour faire du management, c'est pas mal d'avoir un bon mélange, parce qu'après tout, on apprend L'inclusion. l'expérience. Bravo, l'inclusion. Je crois. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on passe donc aux questions. Alors, vous avez déjà commencé à répondre à certaines. Il nous en reste quelques-unes. J'espère qu'on aura le temps en 7 minutes de répondre à toutes. Donc, nous avons eu une question. Donc, la mobilité interne devrait-elle être forcée, avec des guillemets, aussi pour les collaborateurs en poste? Qu'en pensez-vous? Les guillemets qui comptent. Je veux dire, forcer, c'est compliqué. Hein. Moi, je veux dire, un salarié, c'est pas une machine, quoi. Donc, à un moment, il faut qu'il soit moteur de sa motivation. Donc, en fait, ce que je pense qu'on peut faire, c'est libérer l'énergie. C'est-à-dire, c'est dire aux gens, vous pouvez. Après, il appartient à chacun de savoir s'il a envie de le faire ou pas. Moi, je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin de gens qui restent longtemps sur le même poste. Et ce n'est pas grave. Parce que simplement, ça nous aide aussi. Hein. C'est important pour nous. Et puis, on a besoin de gens qui ont une ambition différente. Donc, moi, encore une fois, je crois beaucoup à ça. Je crois vraiment qu'il faut… On ne peut pas avoir… Il n'y a pas un one size fits all. Ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui ont envie d'évoluer et d'autres qui n'ont pas envie. Par contre, pour ceux qui ont envie d'évoluer, il faut qu'on soit capable de répondre à ce besoin d'évolution. Oui, c'est sûr. Oui, puis tout à fait. Pardon, excusez-moi Thomas. Non, je suis d'accord parce que même en pharma, bon, tous ceux qui font du stérile le savent, hein, rentrer en grade D, en grade C, en grade B, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut des formations, il faut de l'entraînement. Moi, je suis maintenant un peu plus sûre quand j'enfile toutes mes combinaisons pour aller en grade B. Mais franchement, c'est du savoir-faire, de l'expertise. Et juste la petite formation théorique, ça ne suffit pas. Donc, ça, on a véritablement intérêt à capitaliser sur nos savoir-faire et à valoriser justement cette maîtrise. Et ça passe aussi, par aussi coopter des gens. Quand on voit quelqu'un, un plus jeune, un moins jeune, quelque part on s'en fout un peu, qui est quelqu'un de valeur, il faut lui faire sa promo et lui dire aussi qu'il est responsable de sa publicité et qu'il doit vraiment promouvoir son talent. Donc, commençons peut-être par nous, par notre environnement, en faisant de la cooptation de talent et soutenons justement toutes les bonnes volontés qui veulent avancer. Je pense que ça, c'est dans nos mains, en tout cas. Très bien. Aïcha, je sens que vous vouliez également intervenir. Oui, mais pour reprendre le propos qui a déjà été évoqué, effectivement, c'est le terme forcé qui est un petit peu problématique ici. Moi, je pense fondamentalement qu'on a besoin de donner des perspectives aux collaborateurs dans nos organisations et de pouvoir mettre en place des dispositifs via la mobilité, certes,
appuyer sur des processus qui soient les plus structurés possibles. Et je pense que là, il y a aussi certainement un travail à faire hein, sur des parcours professionnels, sur de la visibilité sur le what's next, qui est aussi très important quand on est déjà en poste. Mais on ne force personne, on ne forcera personne à pouvoir changer de poste s'il n'en a pas envie. Effectivement, là, c'est une question d'envie partagée. La personne est ensuite revenue un petit peu sur ses propos en indiquant promu ou renforcé. Oui, tout à fait, là, je vous suis complètement. Ouais. Très bien. Je regroupe plusieurs questions en une. On a eu voilà, plusieurs interrogations en ce sens. Donc, quelle image quelle image projeter pour donner envie de faire ce métier autant dans la chimie fine que dans le pharma, selon vous? À quoi est lié ce gap d'image et comment y remédier? Les images qui perçoivent. Moi, je pense que ce sont. Alors, en ce qui concerne les jeunes, pour avoir travaillé beaucoup avec des personnes qui sont en BTS ou avec des collégiens, des lycéens, quand on les interroge, j'essaie de ne pas faire de généralité ici, mais en tout cas pour ceux avec lesquels on a pu nous organiser un certain nombre de groupes de travail, notamment pour pouvoir continuer à affiner notre marque employeur et nous inscrire ici dans la mise en lumière de caractéristiques qui nous sont propres pour encore mieux valoriser nos métiers. Ce dont je me suis aperçue, c'est quand même des images qui perdurent. Sur une usine, c'est moche, ça pue, c'est sale. Non, c'est terriblement beau, ça ne fait pas de bruit, c'est automatisé. Il y a de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos usines. On est sur des métiers qui sont extrêmement valorisés, avec des formations qui sont extrêmement importantes et avec des compétences en savoir-être qui sont tout aussi importantes que sur des métiers de fonction support ou dans d'autres secteurs. Donc, quelle image leur projeter? Moi, je dirais l'image de la réalité de nos usines. C'est la raison pour laquelle j'insistais vraiment en disant mais ouvrons nos portes parce qu'à un moment donné, accueillons justement, montrons combien nos usines sont riches et sont à la fois animées par des énergies fantastiques qui sont celles de nos collaborateurs, mais qui en plus sont constituées d'équipements qui aujourd'hui sont des équipements qui sont extrêmement, extrêmement importants pour la réussite de nos organisations et ultra modernes. Bien, merci Aïcha. Alors le temps joue contre nous, donc je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des rendez-vous à 14h, il est 59, donc je suis obligé d'écourter. Donc merci à tous pour votre présence et pour la qualité de nos échanges. J'espère que vous avez tous passé un bon moment à nos côtés. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de ce webinaire. Claire Bonenfant, directrice d'ESSUI France, mes collègues de RIL, Sherazade Boiris et Antoine Guidé, ainsi que Paul Boileau-Cerneux et Laurie Liaume de notre service marketing. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre prochain webinaire qui sera quant à lui consacré à une problématique liée aux dispositifs médicaux. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre le débat du jour. Donc, bon après-midi, bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.